Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Steve Morel, je travaille pour la société donc FXCM. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Nous allons aborder un sujet au cœur de l'actualité, le pétrole, source donc énergie fossile absolument essentielle à notre économie, au fonctionnement de notre monde. Alors, nous allons commencer donc ce webinaire, comme vous le savez, pour les habitués, avec un petit message d'avertissement. Alors, tout ce qui sera dit, bien sûr, toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse, prix et haute notification ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Alors, comme annoncé, le thème ce soir, comment trader le pétrole. Cette présentation va se dérouler en 6 parties différentes. Dans une première partie, nous verrons ce qu'est le pétrole et pourquoi cet actif est si attractif autant pour les spéculateurs que pour les investisseurs. Nous verrons ensuite les acteurs de ce marché, les principaux teneurs et acteurs, donc les principaux pays producteurs, exportateurs et importateurs. Vous le verrez, on aura des pays tant du sud comme du nord. Nous analyserons leur stratégie et nous ferons bien sûr un petit récapitulatif historique et parlerons bien sûr des crises pétrolières qui ont marqué notre histoire, tant économique que vous le verrez culturelle. Ensuite, nous aborderons un petit cas pratique, qui est celui du cas syrien. Alors, il n'y a pas si longtemps, la Syrie était en crise, elle l'est d'ailleurs toujours, mais elle était en tout cas au cœur de l'actualité géopolitique et surtout de nos médias. Nous verrons à la fin comment trader le pétrole en fonction de toutes les informations et tous les points que nous avons abordés précédemment. Nous verrons, nous vous donnerons quelques conseils concernant vos stops, vos limites, ainsi que l'actif qu'est le pétrole. Alors, qu'est-ce que le pétrole? Alors, le pétrole, d'abord, est une énergie fossile non renouvelable, donc épuisable. Alors, ce terme est vrai à l'échelle humaine. Je m'explique. Le pétrole est une énergie en fait renouvelable. Le seul problème, c'est que ça prend à peu près 2 millions d'années pour entièrement renouveler une couche de pétrole. Enfin, un puits de pétrole, par exemple. Donc, autant vous dire qu'à l'échelle humaine, pour nous, c'est impossible. Nous ne verrons jamais de nouveau pétrole, si puis-je dire. Alors, petite anecdote historique, le pétrole est devenu, durant la Seconde Guerre mondiale, une énergie importante, un combustible extrêmement important. Avant, je vous rappelle que c'était le charbon qui tenait ce marché. Maintenant, le pétrole, depuis la Seconde Guerre mondiale, a connu un boom, tant au niveau de son développement que de sa consommation, et c'est grâce principalement à un homme, Churchill, alors Premier ministre de la Grande-Bretagne, qui décida de passer du charbon au pétrole comme combustible pour son armée, à savoir son armée, sa marine, pour la Royal Navy, qui à l'époque, je signale, durant cette deuxième guerre mondiale, l'Angleterre était la première puissance mondiale et disposait de la plus grande flotte maritime. Donc c'était un changement significatif et le monde derrière a d'ailleurs suivi. Ça, c'était pour la petite anecdote historique. Alors, 2 pétroles sont proposés par FXCM, à savoir le Brent, pétrole européen, côté UK Oil sur la plateforme, ainsi que le second pétrole, le WTI, pétrole américain cette fois, et côté US Oil, donc échangé sur 2 différents marchés, le ICE, l'International Continental, et le NYMEX, marché américain. Alors, le dollar américain est la monnaie de référence pour toutes les transactions pétrolières. Le pétrole se paie en dollars, c'est la monnaie de référence. Pourquoi? Nous le verrons, principalement parce que le dollar est une monnaie bien évidemment très liquide, c'est surtout la première monnaie au monde, c'est une monnaie de réserve très prisée, tant des investisseurs que des spéculateurs. Alors le pétrole est échangé au comptant de gré à gré sur le marché forward ou grâce à des contrats futurs. Les 2 pétroles précédemment énoncés, le premier, le Brent, est coté, je le disais, sur l'Intercontinental Exchange. Alors c'est un pétrole extrait en mer du Nord, à la fois par la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et
par la Norvège. Donc c'est un pétrole plus ou moins européen. Je rappelle que la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors, la chose très intéressante, c'est qu'il sert de référence au niveau mondial. C'est-à-dire que son prix va déterminer celui de 60% des pétroles extraits dans le monde. Donc le cours du Brent est un très bon même indicateur. Dans le sens où la variation de son cours, une variation de son cours va entraîner très certainement, je vous rappelle qu'il y a 60% de chance, la variation d'autres pétroles, comme le WTI par exemple, ou celui de Dubaï, etc. Le WTI est un pétrole américain de type léger, coté sur le NYMEX. Le WTI est plus léger que le Brent, donc plus facile à transformer. Il tend ainsi à avoir un prix plus élevé. Cependant, le cours du Brent est actuellement supérieur en raison d'une production américaine importante, où il y a une augmentation de l'offre et d'investissements importants. Les États-Unis ont récemment procédé à des investissements massifs au niveau de leur infrastructure, notamment au niveau de leur pipeline. Il y a donc une meilleure circulation du pétrole à l'intérieur du marché américain, et donc son prix a baissé. Ensuite, les teneurs de marché. Alors les principaux pays producteurs, on le voit là, trois pays même, la Russie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Ces trois pays à eux seuls produisent environ un petit peu moins de 30 millions de barils par jour, ce qui est absolument énorme. Ensuite, vous avez deux pays, l'Iran et la Chine, qui produisent environ 4 millions de barils par jour chacun. Concernant les pays exportateurs, pour qui bien sûr l'exportation de pétrole est une source financière extrêmement importante pour leur économie, pour leur PIB, pour les futurs investissements qu'ils effectueront. Alors on a l'Arabie Saoudite, on le voit, et au niveau de son économie, elle est extrêmement dépendante de l'exportation du pétrole, avec un peu plus de 6 millions de barils par jour. Ensuite la Russie, qui exporte aussi, elle, massivement, plus de 4 millions. L'Irak, l'Iran, le Nigeria, plus grand exportateur africain. Et, à notre grande surprise, les États-Unis ne sont que 49e dans ce classement et n'exportent que 43 800 barils par jour. Donc un pays qui produit beaucoup, mais qui exporte très peu, et qui consacre donc pratiquement l'entière partie de sa production à sa propre consommation. Jetons un coup d'œil maintenant aux principaux pays importateurs, les États-Unis, encore une fois, 9 millions de barils par jour, très grand importateur de pétrole. Ensuite vient la Chine, afin de pouvoir alimenter sa croissance légèrement démesurée au cours de la dernière décennie. La Chine consomme énormément de pétrole et aussi de charbon. Il faut savoir que le charbon est un combustible très très prisé en Chine, beaucoup plus que dans les économies du Nord. Le Japon, aussi très dépendant du pétrole, en importe beaucoup en raison du fait que le Japon ne dispose absolument d'aucune source, d'aucun puits de pétrole. Le Japon n'a aucune ressource pétrolière. Donc ce qui pose, d'un point de vue stratégique, un problème. L'Inde, même cas que la Chine, pays qui connaît un grand développement ces derniers temps. Et ensuite la Corée du Sud, qui est cette fois dans la même situation que le Japon, qui ne dispose d'aucune ressource pétrolière nationale sur son territoire, j'entends bien. Analysons un petit peu ces stratégies. Donc on en a parlé. La stratégie américaine est la suivante. Ils n'exportent que très peu, alors qu'ils produisent et importent beaucoup. L'économie américaine, on le voit, est déjà extrêmement dépendante du pétrole, ce qui va poser un problème sur le long terme, car je vous signale que les réserves pétrolières, comme on l'a vu au début, sont épuisables, et à un moment, on devra trouver une autre source d'énergie. Donc il y en a bien évidemment tout un tas, notamment le nucléaire et d'autres. On aura le temps d'y revenir un petit peu plus tard dans cette présentation. Donc la stratégie américaine est la suivante. Elle consacre entièrement sa production pratiquement à sa propre consommation. Il faut savoir que parmi toute la production
américaine, une certaine partie n'est pas consommée, mais stockée au titre de réserve stratégique. Il faut savoir qu'une guerre sans pétrole, c'est impossible. Donc bon, les États-Unis ne sont pas réellement menacés au niveau de leur territoire national, mais c'est surtout pour les guerres, les opérations militaires qu'ils peuvent effectuer, tant pour leurs bateaux qui sillonnent les mers que pour les différentes opérations. On l'a vu dernièrement en Irak, en Syrie aussi, une intervention principalement basée sur leur marine. Donc bon, le pétrole est essentiel. Stratégie, elle, japonaise, je vous le disais un petit peu auparavant, aucune ressource pétrolière nationale. On se retrouve bien évidemment dans une obligation d'importer, donc ça pose un grand problème stratégique et ça nuit au rayonnement géopolitique du pays. Les possibilités du Japon sont moindres du fait de son énorme dépendance. Alors une augmentation brutale des cours du pétrole va forcément inquiéter le Japon étant donné leur dépendance, tant d'un point de vue de leur croissance, mais aussi pour leur propre stratégie géopolitique et bien sûr je dirais même de défense nationale. Le Japon dispose d'une réserve de pétrole de 92 jours. C'est-à-dire que si les Japonais arrêtent du jour au lendemain d'importer du pétrole, ils auront une réserve de 92 jours devant eux. Pendant 92 jours, leur économie ne souffrira pas de cette coupure de pétrole. Donc ça fait à peu près 3 mois, autant vous dire que ce n'est pas suffisant. Les Russes et les Saoudiens, donc les deux plus gros exportateurs de pétrole au monde, donc tant l'économie russe que l'économie saoudienne, tant la stabilité, je dirais, politique russe que la stabilité politique saoudienne ce sont des indicateurs extrêmement importants pour l'évolution des cours du pétrole. Suivre l'actualité politique russe comme économique, et il en va de même pour l'Arabie saoudite, font partie de l'analyse fondamentale et vont vous permettre d'anticiper l'évolution des cours du pétrole, tant le Brent que le WTI, même si une évolution du Brent aura une importance plus importante au niveau du cours des autres pétroles qu'une évolution du WTI. Ce qu'il faut savoir, la seule différence vraiment entre la Russie et l'Arabie saoudite sur ce marché, c'est que l'Arabie saoudite est membre de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, une organisation extrêmement puissante. Elle regroupe tous les principaux pays exportateurs. La Russie, elle, n'appartient pas à cette organisation et son poids stratégique en est forcément diminué. Et l'Arabie saoudite, en plus de faire partie de cette organisation, est chef, ou en tout cas leader du monde arabe. L'Arabie saoudite est le premier pays du monde arabe. Je vous rappelle que parmi les pays membres de l'OPEP, il se situe principalement des pays arabes, ou en tout cas des pays se situant au Moyen-Orient ainsi qu'au Proche-Orient. Les crises pétrolières. Alors, les crises pétrolières ont marqué notre histoire. Le premier choc pétrolier arriva entre 1971 et 1973. Elle est due, bien sûr, cette crise, à plusieurs facteurs. En 1971, les États-Unis vont atteindre leur pic de production, ce qui va poser un nouveau défi au reste du monde, dans le sens où cette réserve est bien évidemment épuisable, et on arrivera, on ne sait pas quand exactement, mais à un stade où il faudra changer d'énergie, trouver des alternatives, et rendre notre économie moins dépendante du pétrole. Donc ce pic de production atteint va engendrer une panique sur les marchés, et ce début de crise va être accentué par la guerre du Kippour. Événement cette fois politique, ou en tout cas géopolitique, puisqu'une guerre va avoir lieu, entre d'un côté l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, et de l'autre Israël. Les États-Unis, grand allié historique d'Israël, vont apporter un soutien militaire, financier et stratégique. Le conflit tournera en la faveur d'Israël. L'Égypte, la Syrie et la Jordanie vont perdre cette guerre et vont aussi perdre en termes, bien évidemment, d'argent, c'est sûr,
de pouvoir, de notoriété, mais aussi en termes de territoires nationaux, ce qui est plus grave. En réponse au conflit, et vous allez comprendre là tout le poids de l'OPEP, les pays membres donc de l'OPEP décident d'augmenter le prix du baril de 70%. En décidant cette augmentation, panique sur les marchés et panique surtout pour les importateurs, car les coûts d'importation vont exploser. Ce qui va forcément engendrer tout un tas de modifications tant économiques, politiques et même culturelles. À partir du moment où le prix du pétrole explose, le prix de l'essence s'ensuit, et les ménages, les foyers vont réduire le nombre de leurs voitures, vont réduire leurs trajets, vont réduire peut-être leurs vacances aussi, en tout cas leurs déplacements. L'avion, le bateau, les voitures, tout ça vont coûter plus cher. Donc, vous voyez des modifications, cette augmentation de 70% engendre, l'effet domino est absolument extraordinaire. Sur ce graphique, vous pouvez constater le pic de production donc en bleu. Donc on atteint le pic en 1971. Et ensuite, la production ne fera que baisser pratiquement sur le long terme. Même si, sur le moyen terme, on voit un léger bruit, un léger regain. Concernant les imports, à partir de 1971, le pic de production est atteint. Une baisse des importations comme une baisse de la production, car nous sommes en crise. Nous sommes en crise, donc l'économie tourne au ralenti, on a besoin de pétrole, on a beaucoup moins besoin de pétrole, et à la sortie de cette crise, on le voit clairement au niveau de la consommation, fin des années 80, l'importation repart de plus belle pour atteindre un pic en 2008, là où on le verra, où le prix du baril de pétrole avait atteint des sommes vertigineuses, pour ensuite redescendre. Alors le deuxième choc pétrolier sera causé pour des raisons plus politiques qu'économiques cette fois. Le Shah d'Iran est renversé en 1979. Va s'installer alors un régime qu'on dira islamique. Cette révolution aura pour conséquence une diminution de la production pétrolière iranienne. Alors à ce sujet, je peux vous conseiller un excellent film qui s'appelle Argo, avec notamment le célèbre acteur Ben Affleck, qui traite ce sujet où on assiste à, c'est une histoire vraie, la prise d'otage de l'ambassadeur américain ainsi que des employés de l'ambassade par les Iraniens qui vont prendre plus de 400 personnes en otage, et cela va conduire à une crise politique majeure ainsi qu'à un drame humain. Donc ce film Argo traite ce sujet et j'ai personnellement eu le plaisir de voir ce film et je vous le conseille. Je vous le conseille vivement. Très bon film. Suite à la révolution iranienne, l'Irak de Saddam Hussein à l'époque, très mécontent de ce renversement, du renversement du Shah, qui était plus ou moins non pas un allié, mais avec qui existait un accord, comme quoi un accord de non-agression, l'Irak va automatiquement déclarer la guerre à l'Iran. Deux producteurs de pétrole très importants, l'Irak et l'Iran, ce qui va accentuer même cette crise. Ce conflit déstabilise géopolitiquement aussi une région stratégique. Donc en raison de ces principaux événements, le prix du baril de pétrole est multiplié par 2,7 entre le milieu des années de 1978 et 1980. Conséquence de ces deux chocs pétroliers. Les pays arabes vont modifier leur investissement. On va voir qu'ils vont commencer, avant ils plaçaient si vous voulez beaucoup d'argent des pétrodollars, ce qu'on appelle l'argent émanant du pétrole. Les pays arabes et producteurs de pétrole avaient l'habitude de placer cet argent, placer une partie de cet argent dans des comptes aux États-Unis, où ils pouvaient avoir la garantie que leurs fonds étaient en sécurité. Or, depuis la guerre du Kippour, les pays arabes n'ont plus vraiment confiance, en tout cas pas autant confiance qu'avant, dans ces placements dans des banques américaines et vont modifier leur stratégie
et vont commencer à déposer ce qu'on appelle des pétrodollars dans des comptes en Grande-Bretagne, à Londres, ce qui donnera le nom au euro-dollar. Donc ces fonds vont en fait servir à financer l'exploitation de tout un tas de gisements pétroliers dans d'autres pays, en dehors du Moyen-Orient, en dehors du Proche-Orient, des pays non arabes, comme le Venezuela, le Mexique. Cela va servir bien sûr au développement de puits de pétrole, à la production de pétrole, et cela va aussi combler les déficits budgétaires des pays importateurs. Une crise monétaire, à la suite de ces deux chocs pétroliers, une crise monétaire va voir jour en 1980. Une inflation record va frapper les États-Unis et la Fed va brutalement remonter les taux directeurs à 15%, ce qui est absolument énorme, et cela va conduire à une récession mondiale en 1982. Pourquoi ? Le dollar, à cause de cette augmentation des taux directeurs à 15%, va extrêmement augmenter et le prix du pétrole va baisser. Quand la valeur du dollar augmente, le prix du pétrole baisse. On verra ça un petit peu plus tard en fin de cette présentation. Ce qui va conduire tous ces investissements, tous les pays, le Venezuela et le Mexique, qui ont investi massivement dans le développement de leur nouveau secteur pétrolier, le pétrole va s'avérer beaucoup moins rentable qu'il l'était auparavant, avant que la Fed remonte les taux directeurs à 15%, ce qui va conduire des situations de faillite. Cette récession impactera fortement les nouveaux pays producteurs de pétrole, conduisant même à certaines insolvabilités, ce qui fut le cas par exemple pour le Mexique, où la valeur du peso mexicain à l'époque avait chuté et un pays le pays était pratiquement ruiné entièrement. Il existe aussi un débat, on parle d'un troisième choc pétrolier qui se serait déroulé de manière un peu plus progressive et donc moins brutale entre septembre 2003 et juin 2008. Donc cette période est caractérisée par une hausse forte et progressive du prix du baril de pétrole. De $40, on a fini à $140. À cette époque-là, plusieurs célèbres banques d'investissement parlaient même, annonçaient des records futurs à $200 le contrat, etc. Bon, ça ne s'est pas produit. $140 fut le prix maximum. Il n'y a pas eu d'augmentation brutale, certes, mais il existe un débat sur ce potentiel troisième choc pétrolier, étant donné que il n'y avait pas vraiment cette fois d'événements géopolitiques, politiques qui ont causé brutalement cette crise. Cette crise était plutôt une crise économique, plus basée sur du court à moyen terme. Cette période fut accompagnée aussi par une forte création monétaire, conduisant à une augmentation de la demande et à la création de bulles plus ou moins importantes. Le pic atteint en 2008 est aussi lié à l'effondrement des marchés boursiers, les investisseurs considérant le pétrole comme une valeur refuge. Étant donné que les bourses baissent et que le cours du pétrole est moins touché, les gens vont avoir tendance à se dire on va investir dans du pétrole parce que de toute façon le prix du pétrole ne pourra pas baisser, en tout cas pas aussi brutalement, car le monde, et c'est vrai, l'économie est extrêmement dépendante du pétrole. Donc comme on le voit avec l'or, même si l'or est de moins en moins une valeur refuge maintenant, le CHF, le franc suisse, est une valeur refuge absolument incroyable. Le pétrole l'est aussi, c'est le cas en tout cas de beaucoup d'investisseurs qui considèrent le pétrole comme une valeur refuge. Et on l'a vu, cette crise en 2008, cette fin de crise, nous le prouve. Donc les effets de cette crise ont été multiples, certes, il y a eu un effet inflationniste sur le court terme, ce qui est extrêmement négatif à l'économie, ce qui ralentit leur développement, impacte lourdement le pouvoir d'achat, et donc la consommation derrière. Des politiques structurantes vont voir le jour pour corriger ces problèmes, mais cette fois sur le long terme. Alors, étudions quelques corrélations
au niveau de ces stocks pétroliers. Alors il y a bien sûr l'élément économique. Les périodes de croissance conduisent généralement à une augmentation du prix du baril de pétrole, car il y a une augmentation de la demande. Les pays émergents, qui ont connu les plus grandes croissances durant ces dernières années, sont extrêmement, et deviennent de plus en plus, gourmands en pétrole. Ces pays peuvent avoir des croissances rapides, et parfois totalement inattendues. C'était le cas de la Chine. Quand la Chine avait atteint une croissance de près de 9%, avait même atteint les 10%, beaucoup d'analystes n'arrivaient presque pas à le croire, si vous voulez. Et donc le pétrole, en tout cas l'offre, ne correspondait pas à cette demande très importante de la Chine. Et encore, les Chinois consomment aussi beaucoup de charbon. Si les Chinois ne consommaient pas autant de charbon, je peux vous dire que le prix du pétrole aurait été encore plus impacté, et son cours aurait été encore plus haut, je pense. Donc bon, pour vous dire à quel point la croissance de certains pays, bon, la Chine n'est pas n'importe quel pays, elle a certes plus d'1 milliard de personnes, une croissance extraordinaire, ils sont en train de développer leur marché intérieur, ce qui sur le long terme va aussi là poser un nouveau défi au pétrole et au charbon. Le charbon durant ces 10 à 20 premières années peut être dans une position où le charbon va concurrencer le pétrole de manière sérieuse comme combustible. Donc on revient où on en était, à la situation où on en était donc en 1940 quand Churchill décida de changer du charbon au pétrole. Il y a aussi des innovations technologiques à prendre en compte concernant les cours du pétrole. Il faut savoir que le pétrole est en concurrence avec beaucoup d'autres énergies. Alors en ce moment, c'est plus ou moins, je dirais, permettez-moi l'expression, à la mode. Vous avez les éoliennes, mais vous avez tout un tas d'autres énergies, notamment solaires, qui se développent. Grâce aux innovations technologiques, on arrive de plus en plus à trouver de substituts. Certes, très chers, mais qui peuvent, sur le long terme, pourquoi pas, si une réduction de leurs coûts s'avère possible sur le long terme, on peut très bien penser et espérer que d'ici 40 à 50 ans, de toute façon, on n'aura plus de pétrole. Dans ces années-là, d'ici 40 à 50 ans, une autre source d'énergie alternative, peut-être le charbon, ça étonnerait aussi beaucoup d'analystes, mais notamment le nucléaire. Le nucléaire est un concurrent sérieux pour détrôner le pétrole comme source d'énergie première. Les Russes exportent beaucoup de centrales nucléaires, la France aussi, les Canadiens, les Allemands. Donc il y a un marché et on voit de plus en plus de centrales nucléaires créées dans le monde chaque année. Donc c'est un marché, on va dire, prometteur, en tout cas à prendre à sérieux, c'est un sérieux concurrent au pétrole. La donnée politique. On l'a vu, l'élément économique, l'élément technologique et l'élément politique. Donc on retrouve surtout l'élément économique et politique dans ces trois crises pétrolières, notamment les deux premières, et on retrouve ces trois éléments aussi dans la troisième crise pétrolière, même si, comme je vous le dis, nous ne sommes pas sûrs, enfin en tout cas il existe un débat sur ce terme de crise, ce terme de choc pétrolier. Donc bon, je vous laisserai en juger tout seul car le débat est tout à fait ouvert là-dessus. Donc cet élément politique, une stabilité des principaux acteurs est très important. Tant qu'il s'agisse des producteurs, des exportateurs ou consommateurs, s'il y a une stabilité politique, une stabilité économique s'en suivra très certainement. Et par exemple, s'il y a une crise en Arabie Saoudite, comme durant vous savez, le printemps arabe, certains investisseurs commençaient à penser que, effectivement, peut-être l'Arabie Saoudite allait connaître une révolution, et dans ce cas-là, les cours du pétrole allaient augmenter brutalement. Donc, beaucoup de personnes qui, sont intéressées par la spéculation, l'investissement, l'économie, sont obligées, surtout pour le pétrole, de prendre en compte des données politiques non négligeables. La stratégie géopolitique des pays est aussi extrêmement importante. Le pétrole est une ressource essentielle, directement reliée aux stratégies de défense des pays. Pourquoi les pays ont besoin de pétrole pour faire la guerre, mais aussi les pays peuvent jouer sur le cours du pétrole
pour obtenir des avantages politiques, économiques, voire géopolitiques. Comme je le disais, une guerre sans pétrole est impossible. Après avoir vu donc tous ces éléments propres au pétrole et importants, je vous propose un cas pratique qui, je pense, va vous intéresser, une étude de cas qui va vous intéresser, qui est le cas syrien. Alors on en parlait beaucoup il y a 1 mois, voire 2 mois, c'était devenu le principal fonds de commerce des médias. Alors, je vous signale qu'avant que les médias se ruent sur le cas syrien, cela faisait déjà plusieurs années que la Syrie était en très grande difficulté, tant humaine, si puis-je dire, qu'économique. C'est toujours le cas, d'ailleurs on en est pratiquement toujours au même point actuellement, même si la tension géopolitique est moindre, certes. Les gens, les investisseurs, les spéculateurs ont beaucoup regardé ce cas syrien. Alors pourquoi? Alors est-ce en raison du pétrole? Alors regardons les statistiques de la Syrie sur le marché pétrolier. 34e producteur mondial, 36e exportateur mondial. C'est un pays qui joue en termes de chiffres un rôle peu important sur le marché du pétrole, voire presque même négligeable par rapport, bien sûr, aux 10 autres pays devant lui. Donc en termes d'économie, je suis désolé, mais le cas syrien, enfin en tout cas ne justifie pas un intérêt si important en termes de pétrole par les investisseurs. Leur intérêt fort s'explique par la position géographique de la Syrie. Elle se situe dans une zone, certes de haute tension, où plusieurs cultures s'opposent, plusieurs cultures et plusieurs religions, certes. Mais surtout, c'est la région qui produit, c'est la région principale en termes de production pétrolière, c'est la première région au monde. Le Proche-Orient, le Moyen-Orient, c'est là d'où vient presque tout le pétrole mondial. Certes, de moins en moins, car il y a de plus en plus de pays qui développent leur industrie pétrolière. C'est vrai, mais ça reste une stratégie majeure. L'OPEP joue un rôle extrêmement important. Je signale que l'OPEP à elle seule a décidé d'une augmentation de prix de 70%. Ceci peut peut-être se reproduire. Donc, cette zone du Moyen-Orient, il est très important que cette zone soit stable, soit calme. Très important, car des guerres au Moyen-Orient peuvent entraîner des guerres à l'échelle, on le voit, internationale, et ces guerres vont bouleverser les marchés financiers, le cours du pétrole et le cours de tout un tas d'autres matières premières. Suite à la demande russe et le consentement américain de consigner ces armes chimiques, les armes chimiques étaient principalement l'élément de discorde, et c'était l'élément, on va dire, captivateur des médias, car bon, il y a tout un tas d'exécutions, malheureusement, de meurtres effectués en Syrie, d'atrocités commises en Syrie, qui sont faites par divers moyens, et les armes chimiques n'étant pas dans les conventions de Genève, les États-Unis ainsi que certains pays européens se sont appuyés sur ces textes pour demander à la Syrie de cesser d'utiliser ces armes. Donc, apparemment, on n'en a pas la preuve à 100%, la Syrie n'utilise plus ces armes chimiques. Donc une intervention au sol pour le moment en Syrie est tout à fait écartée. Donc vous le voyez, le cas syrien, les investisseurs ont plus regardé le cas syrien en raison de sa position géographique que de son importance économique sur le marché, son importance économique et stratégique sur le marché. Alors cette carte a un intérêt culturel. Elle montre la division du monde arabe dans ce conflit, dans le cas syrien. On voit les pays en rouge qui refusaient une intervention au sol en Syrie, qui était fortement opposée. L'Irak, qui a subi, en tout cas qui a reçu une intervention au sol américaine il y a presque 10 ans maintenant, était fortement opposé. Le Liban aussi, ainsi que l'Algérie et la Tunisie. Ensuite, les pays plus ou moins neutres, comme le Soudan, le Maroc, le Yémen et l'Oman, ainsi que les pays fortement interventionnistes, comme la Libye qui vient d'avoir une révolution récemment, au cours de ces 2 dernières années, ainsi que des pays comme le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, ainsi que l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Donc un monde arabe, certes en majorité musulmans, en très grande majorité musulmans, mais politiquement et même économiquement très divisé.
Alors, on en vient au principal avec tous les éléments précédemment énoncés, les éléments politiques, économiques, même technologiques, toutes ces données, on en vient à comment utiliser ces informations pour trader le pétrole. Alors on vous donne quelques conseils. Et avant tout, on vous présente le trading du pétrole. Alors le pétrole peut se trader avec un seul contrat. C'est la taille minimum du lot. FXCM requiert une marge minimum de 200 $ pour chaque contrat. Je passe très rapidement. 200 $, vous le voyez, en haut dans ce tableau, 200 $ représente 140 € actuellement et 125 livres sterling. Donc il vous faut une marge à peu près de 140 € pour prendre une position de un contrat sur le pétrole, que ce soit le US Oil ou le UK Oil, à savoir le WTI ou le Brent. FXCM possède un spread cible de 0,05 très intéressant, à savoir que vous pouvez bien sûr chez nous vous couvrir sur le pétrole. Et autre information qui nous permet d'offrir un service vraiment de qualité, un service de trading de qualité à nos traders et à nos investisseurs, aucune recotation ne sont proposées. Donc pour ceux qui ne savent pas, une recotation, c'est quand par exemple vous décidez de passer un ordre d'achat ou de vente et qu'une petite fenêtre apparaît vous disant que le prix n'est plus disponible, mais que vous avez 10 secondes pour acheter ou vendre à tel prix. C'est un prix qui est proposé par vos courtiers. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Généralement, en termes de confort de trading, ce n'est pas très agréable. FXCM se démarque des autres brokers en ne faisant pas ce genre de choses et en ne proposant aucune recotation. Très important, les dates et heures d'expiration des contrats sont très importantes. Les coûts, ce sont des contrats, vous l'avez compris, donc, qui arrivent à échéance. Et l'heure d'expiration est 22h15 ET, donc qui signifie East Time, c'est-à-dire l'heure de New York. Donc en ce moment, il y a 6 heures de décalage entre Paris et New York. Il est actuellement 18h38 à Paris et 12h ou midi 38 à New York. Alors le US Oil, le UK Oil, très important. L'expiration de référence et la date de basculement de FXCM. Alors qu'est-ce que cela signifie? Alors, si vous possédez donc par exemple en ce moment même un contrat sur le pétrole, ce contrat, au niveau mondial, la référence de ce contrat est qu'il expire le 19 novembre. Cependant, FXCM possède sa propre date, un ou quelques jours auparavant, et il s'agit, pour ce mois de novembre, du 18 novembre. Donc la date de référence est le 19, FXCM propose un date de basculement le 18 novembre, ce qui signifie que au 18 novembre, à 22h15, East Time, si vous n'avez pas déposé à 4h15 du matin à Paris, si vous n'avez pas fermé votre position, clôturé votre position, elle sera clôturée automatiquement par FXCM. Alors, le pétrole est un actif possédant une haute volatilité. On va dire qu'il ne faut pas être cardiaque. Hein. C'est quand même, on voit des évolutions de cours plus ou moins brutales, beaucoup de renversements. Donc c'est ce qui fait aussi, vous savez, sa haute volatilité fait le charme du pétrole aussi, hein, quelque part. Alors, pourquoi cet actif est si volatile? Eh bien, c'est en raison de tous les éléments que nous avons vus auparavant. Extrêmement dépendant des conditions politiques, géopolitiques, économiques et technologiques. Donc ça fait beaucoup de choses qui se ramènent au pétrole, qui peuvent être pris en compte pour le trading du pétrole, à tel point que vous savez, trop d'informations, trop de données tuent l'information. Donc je vous conseille dans vos trades d'essayer de prendre un maximum d'informations possibles, diverses et variées, de faire votre propre opinion, mais à un moment, voilà, il faut s'arrêter, vous devez vous arrêter sur une décision. Vous devez arrêter votre choix. Et en continuant à chercher des informations tout le temps, cela va vous conduire à une situation de blocage où vous ne saurez plus quoi faire. Donc je vous conseille de prendre quelques informations, pas trop car souvent ça vous dessert, et ensuite de prendre la position que vous souhaitez. Alors nous vous conseillons de mettre des stops. Encore une fois c'est un conseil, hein, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Nous vous conseillons de mettre des stops de 50 à 60 pips, ainsi que des limites de 100 à 120 points.
Alors pour les débutants, il serait préférable de commencer par du swing trading en démo, puis passer en réel, et ensuite pour les personnes ayant un niveau quand même plus avancé, vous pouvez faire bien sûr de l'intraday en réel. Alors, élément intéressant, nous allons jeter un petit coup d'œil à toutes ces corrélations qui existent donc entre le pétrole et d'autres actifs. Alors, le dollar US est la première monnaie au monde, comme on l'a vu. Et il existe une corrélation forte entre l'euro-dollar et entre le dollar et le pétrole américain, le WTI. Le dollar, on l'a vu, constitue la réserve de change de référence. Quand les investisseurs subissent une dépréciation du dollar, donc par exemple quand l'euro-dollar monte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il est baissier. Quand les investisseurs subissent une dépréciation du dollar, ils perdent, le dollar donc perd de la valeur, ils vont avoir tendance à vendre leur dollar pour acheter du pétrole. Là encore, cette histoire de valeur refuge. Ce qui va conduire à une augmentation du prix du pétrole. Donc souvent, quand vous mettez, par exemple, je vous invite à le faire, sur un même graphique, mettez deux courbes. Mettez le courbe, par exemple, du dollar index, ainsi que celui du pétrole. Et vous verrez des variations. Vous verrez en tout cas une corrélation inverse. Vous verrez que les variations s'expriment par des corrélations inverses. Vous pouvez faire la même chose par exemple avec l'or et l'USD. Ou vous pouvez encore faire la même chose avec l'euro USD par exemple et l'USD CHF. Autre corrélation, cette fois en regardant l'UK Oil, donc le Brent, pétrole européen. Le GBP est la devise utilisée donc au Royaume-Uni, la livre sterling ou livre sterling, c'est un pays producteur de pétrole, étant donné que le Brent se paie en US dollars et non en GBP, le GBP ne va pas réagir de la même façon que l'US dollar en fonction des variations du cours de son pétrole. Je m'explique. Quand le Brent tend à s'apprécier, les Anglais vont recevoir plus d'argent. Plus d'argent va être injecté dans leur économie. Ils vont pouvoir réaliser plus de bénéfices. Ce qui contribue positivement à leur PIB et aux ménages. Ce qui va entraîner toute économie en bonne santé pouvant profiter d'une croissance s'accompagne très généralement d'une appréciation de leur devise. Donc une augmentation du prix du Brent va conduire sur le long terme à une appréciation, voire le moyen terme, à une appréciation du GBP. Alors, toutes ces analyses, toutes ces corrélations, toutes ces, je dirais, analyses concernant les matières premières, les énergies, comme par exemple le pétrole, mais aussi le gaz, le K-Oil, le US Oil, DailyFX vous propose des analyses tous les jours, toutes les semaines, concernant ces différents actifs. Vous avez par exemple dans le forum, un forum qui est très actif, où il règne une grande communauté de traders pouvant communiquer et échanger sur tout un tas de sujets divers et variés se ramenant au marché financier. Je vous rappelle que FXM propose beaucoup d'actifs différents, ce qui entraîne bien sûr un intérêt fort pour nos clients et les membres du forum. Donc un forum très actif qui chaque jour compte de plus en plus de membres et de plus en plus de sections sont créées. Je vous invite à y jeter un œil. Il y a notamment une section spéciale sur le forum entièrement dédiée au Brent et au WTI. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur DailyFX pour des analyses concernant le marché d'échange, mais aussi analyses tant fondamentales que techniques, mais aussi concernant les matières premières et en l'occurrence le pétrole. Alors je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. J'espère que ce sujet vous a plu. Je vais regarder les questions afin d'apporter quelques réponses à nos internautes. Alors, visiteur me demande quelles sont les dates d'expiration. Donc les dates d'expiration, nous les avons vues.
il y a toujours une différence entre la date de référence et la date FXCM, donc vous les revoyez ici. Donc à savoir que ces deux tableaux, vous pouvez les trouver directement à partir du site www.fxcm.fr. donc toutes ces informations sont disponibles sur ces pages FXCM. Il y a aussi, vous pouvez avoir accès au guide d'utilisation donc des CFD. Donc tous les CFD sont les matières premières, pétrole, gaz, ainsi que l'or, l'argent, mais aussi le palladium, par exemple. Et vous allez avoir le guide d'utilisation. Donc qu'est-ce que le guide d'utilisation? Donc ce guide vous permet, c'est une synthèse en fait, un descriptif de chaque actif, court mais efficace. Et ce descriptif contient les informations principales d'importance, comme par exemple ses dates d'expiration, ses dates de basculement, voilà la référence, mais aussi les informations concernant la taille minimum de transaction, la marge minimum requise, l'écart cible, taille du spread cible, la distance minimum d'arrêt, donc c'est-à-dire à quelle distance minimum vous pouvez placer vos points, vos limites, ce qui est très important. Alors j'ai les visiteurs qui me disent pétrodollar et non pas euro-dollar. Alors, visiteurs, il faut savoir faire la différence, donc je vais vous l'expliquer. Ce sont des termes un petit peu, je dirais, barbares et puis quelque part vulgarisés. Les pétrodollars, qu'est-ce que les pétrodollars? Les pétrodollars, ce sont les dollars utilisés pour acheter du pétrole. Donc, l'Arabie Saoudite, ainsi que la Russie, reçoit du dollar en échange de pétrole. Le dollar américain. Ce dollar américain, avant les années 80, avant le deuxième choc pétrolier, cet argent, ces pétrodollars issus du pétrole, de l'exportation de pétrole, avait pour habitude d'être placé dans des comptes américains aux États-Unis, principalement pour des raisons de garantie, de sécurité des fonds, avec un rendement certes intéressant, mais qui bon. Ce n'était pas la raison principale expliquant ce mouvement d'argent. Après le deuxième choc pétrolier, les pays de l'OPEP, les pays arabes en majorité, n'avaient plus confiance en la politique américaine et ont décidé de placer ces pétrodollars non plus aux États-Unis, mais en Europe dans des banques londoniennes. À Londres, ce qui était très bon d'ailleurs pour l'économie britannique. Et ceci a donné naissance, ces pétrodollars placés en Europe ont donné naissance aux euro-dollars. Voilà, donc les deux termes existent, ils sont différents, mais bien sûr étroitement liés. Alors j'espère vous avoir, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Sachez que je suis joignable, certes par téléphone, en nous appelant ici notre bureau à Paris, mais je suis aussi joignable par email. Donc vous avez en bas mon nom, Steve Morel, ainsi que mon adresse email, smorel@fxcm.fr. N'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou par téléphone pour me poser vos questions, mais aussi pour m'apporter vos critiques, tant négatives que positives. Nous cherchons ici toujours, bien sûr, à s'améliorer. Nous acceptons les critiques, cela va de soi. Et je ferai mon maximum pour vous apporter une réponse le plus rapidement possible. Et bien sûr, j'espère dans l'ensemble vous avoir satisfait. Sur ce, je vous dis bonsoir et je vous souhaite une très bonne soirée ainsi qu'un bon appétit. Au revoir.